Extrait du journal de bord du capitaine Josh Bendo, commandant du FST Nebia, l'un des plus robustes transporteurs de glace du système. Dans le cockpit du vaisseau, la voix du contrôleur de vol de la station orbitale résonna à ses oreilles. Après en avoir fini avec la tour de contrôle et les consignes de vol, il fut surpris par une présence inattendue. La souris, Soa Riga, mécanicienne du vaisseau et sœur cadette de Kenta Riga, leur actuel navigateur, mais surtout celui qui avait été leur ancien chef, leur leader. Il avait dû être en partie intégré au système du vaisseau pour pouvoir survivre, après l'incident de Cérès. Elle apparut derrière Josh alors que tout l'équipage devait être dans leur cocon de biogel, ayant pour but de les protéger durant les voyages interplanétaires. Capitaine, on doit parler de Kenta. Après une brève altercation avec elle au sujet du traitement de son frère, qui est désormais plus une machine qu'un homme, il finit par la renvoyer dans ses quartiers avant d'ordonner à Kenta de paramétrer leur voyage sur le vecteur Icaras en direction de la zone neutre autour du voile. Dans son journal, le capitaine Josh Bendo reviendra rapidement sur son enfance et sur sa rencontre avec Kenta et la souris. Tous les trois originaires des couloirs lugubres d'une vieille station autour de Ganymède. Kenta Riga, le navigateur actuel du Nebia et ancien chef de l'équipage du Rukia, leur tout premier vaisseau. Il rencontra Josh, alors qu'ils étaient encore que des enfants. Le jeune Jock avait volé plusieurs barres protéinées sur la place des ventes, et les deux marchands l'avaient déjà rattrapé. Il était en train de se faire sérieusement tabasser lorsque les deux ont eu l'idée de le balancer par un sas dans le vide de l'espace. Prétextant qu'il rendait un service à la société en se débarrassant d'un parasite dans son genre. Josh a vraiment cru y passer. Mais, sorti de nulle part, Kenta a débarqué. C'était un gamin plutôt robuste pour un môme ayant grandi en microgravité. Plus jeune, il avait dû recevoir des anneaux de croissance. Preuve qu'il n'a donc pas toujours été un gamin déconduit. Il avait cette fillette autour du cou. Elle devait avoir quoi, 3 ans 4 ans, maximum. Elle était si petite qu'elle se glissait sous sa combi comme un minuscule animal. C'est pour ça que Josh l'a toujours appelée la souris. Ce qui n'a pas empêché Kenta de littéralement broyer le crâne des deux commerçants l'un contre l'autre avant que ce ne soit eux qui ne finissent dans le vide. Après ça, Kenta l'a invité à manger, et tous les trois, ils ne se sont plus quittés. Ils ont grandi en continuant sur leur lancée de petits vauriens, évitant les embrouilles, ne comptant que sur eux-mêmes. Autant Kenta était fort et sage, autant la souris était un vrai petit génie, réparant et bidouillant tout ce qu'elle trouvait. Par contre, elle a toujours été une vraie chipie, insupportable. Puis, toujours dans son journal, le capitaine Josh racontera comment ils ont rencontré Carl Saligan lorsqu'ils se sont engagés, après les premières insurrections, dans le conflit de la 5e incursion. Carl a toujours été un pilote hors pair, avec un bol pas possible. Il avait aussi la réputation d'être aussi chanceux que cinglé et de ne jamais ramener ses équipages en vie, bien que lui s'en sorte à chaque fois indemne, d'où son surnom, l'oiseau de malheur. Plus personne ne voulait voler avec lui, sauf Kenta, vraiment bon pour atteindre ses cibles, beaucoup moins pour ramener son vaisseau ou ses compagnons. Du coup, plus personne ne voulait voler avec lui, même si dans son domaine, il restait le meilleur. Carl avait beau être leur officier supérieur, leur pilote et leur expert en communication et détection longue portée, ça a toujours été Kenta qui donnait les ordres. Et Carl, ça ne lui a jamais trop posé de problème. C'est peut-être ça qui leur aurait permis de rester en vie pendant tout le conflit de la 5e incursion. Après la guerre, Carl les avait rejoints et leur avait dégoté un vieux cargo mitrailleur qui était tout juste en état de voler, le Rukia. Ils ont passé des mois à retaper cet engin. À cause de l'interdiction des armes imposée par l'ordre venant de prendre le pouvoir, ils ont dû se séparer de la tourelle principale. Ils ont quand même gardé la secondaire, on ne sait jamais. La souris en a dans le crâne quand elle veut. Elle a camouflé les canons en convertisseur inertiel factice. Elle a modifié tout le vaisseau, elle l'a transformé en une petite navette de transport de fret et de personnel. Mais avec une capacité de charge utile si insignifiante et un rayon d'action aussi limité, ils ne trouvèrent pas beaucoup de clients. Pas assez en tout cas, pour pouvoir en vivre. Alors, ils sont devenus des pirates. Ou plutôt des ferrailleurs, dépouillant les épaves de transporteurs de glace et leurs équipages qui avaient eu la mauvaise idée de mourir au milieu de nulle part. Il est vrai qu'ils braquaient aussi parfois des dépôts de matos de forage du consensus, mais la plupart étaient abandonnés ou n'opposaient aucune résistance. Et même avec ça, ça ne suffisait pas. Alors Carl leur a dégoté un coup. Un plan archi simple.
Il a réussi à obtenir le code de sécurité d'un garde de l'un des complexes de stockage de sel sur Cérès, qui dépendait des corporations. Après la chute du consensus, c'est l'ordre qui a tout récupéré. Avec ces codes, le Rukia allait traverser sans problème le champ d'interdiction aérien qui protégeait le complexe. Après ça, il ne restait plus qu'à prendre ce qu'il pouvait et repartir. Et tout s'est passé exactement comme prévu. Mais, alors qu'ils quittaient le dépôt de sel, un intercepteur Titan les avait pris en chasse. Carl fit d'abord semblant de se laisser aborder. Le chasseur se plaça derrière eux. Kenta et Jock étaient déjà installés aux commandes de la tourelle. La souris se rongeant les ongles. L'attente était insoutenable. Un moment, Josh a presque cru que Carl avait vraiment lâché l'affaire. Puis, d'un coup, il fit une manœuvre dont lui seul avait le secret, débordant l'intercepteur et les plaçant juste dans son dos. Cette boîte de conserve a dû avoir une fuite d'huile quand il a vu le convertisseur se transformer en arme. Kenta s'est mis à tirer le premier, mais le chasseur s'est décalé, alors Josh a fait feu à son tour. Ils ont bien réussi à l'abattre, mais ils ont dû poursuivre le pilote au sol avant qu'il ne puisse donner leur signalement. Au lieu d'exploser en plein vol comme ils le font d'habitude, il a préféré aller s'écraser sur une protoplanète de la ceinture de Cérès. Carl était fou de rage. Il voulait absolument qu'il le poursuive et qu'il l'achève avant qu'il n'ait tout le secteur sur le dos. Kenta était du même avis. La souris était assise dans un coin, recroquevillée sur elle-même, la tête entre les mains, totalement en panique. Elle resta donc à bord pour couvrir leur fuite, au cas où. Le Titan avait quoi 5, 10 minutes d'avance sur eux. Mais ce tout petit intervalle lui avait été suffisant pour miner toute la zone. Carl et Kenta étaient bien plus malins que ça. Si le Titan avait eu plus de temps pour parfaitement dissimuler ses pièges, peut-être qu'il se serait fait avoir. Mais là, c'était fini. Il l'avait coincé dans une grotte, plus d'issue possible. Et Carl brouillait ses communications. Joch ignorait encore ce que les Titans avaient pu lui faire, mais Carl les haïssait copieusement. Il connaissait pas mal de choses sur leur anatomie et leurs rites. Pendant le conflit, il s'était souvent demandé combien de chair humaine il pouvait bien leur rester. Ou bien, de quoi ils pouvaient avoir l'air sans leur masque. On sait qu'ils ont prêté un serment les obligeant à le garder et à ne jamais le quitter devant un autre être vivant. Même après leur mort, les Titans ne doivent pas révéler leur visage. Tous ceux tombant au combat ont un processus d'autodestruction qui se déclenche, généralement très vite, pour empêcher qu'on puisse en apprendre plus sur leur technologie et leur anatomie. Mais pas celui-là. Cette machine de mort pensait peut-être les éliminer un par un, ou bien elle espérait les enterrer vivants dans cette grotte en explosant. Quand ils l'ont rattrapé, cette pseudo-machine perdait un liquide sombre qui ressemblait à du sang. Carl lui tira alors dans le dos à 2 reprises, mais il resta debout. Il prit le temps de mieux viser et le toucha une 3e fois, juste en bas des côtes. Le Titan tomba alors à genoux. Là encore, tout le monde s'attendait à le voir exploser, mais rien. Carl n'avait pas tiré au hasard, il savait parfaitement où l'atteindre. Il avait bloqué momentanément le processus d'autodestruction du Titan qui, après être resté immobile un instant, bougea à nouveau, puis se releva. Mais Carl était déjà à sa hauteur. D'un coup de pied rageur, il le poussa, face contre terre, puis saisit son sécateur thermique pour retirer la plaque de métal endommagée par ses tirs. Il y plongea la main, farfouillant un temps, et en sortit un petit dispositif qu'il broya sous sa botte. Il venait de lui arracher son noyau de contrôle des armes, celui-là même qui alimentait aussi sa charge explosive. Cette fois, le Titan était vraiment sans défense, totalement à sa merci. Il le retourna violemment sur le dos et lui mit un genou sur la poitrine. D'un coup, il lui enfonça sa lame sous le menton. Au début, Josh crut que c'était pour en finir, mais pas du tout. Il comptait bien prendre son temps. Le jeune homme s'est alors dit qu'il y avait vraiment un truc qui ne tournait pas rond avec ce mec. Il lui arracha son masque en se marrant comme un dément. Là, il était vraiment flippant. Mais la curiosité était plus forte que l'effroi. Josh ne put s'empêcher de regarder par-dessus son épaule pour voir le visage du Titan. C'était une femme. Un Titan féminin, il ne savait même pas qu'il y avait des femelles chez eux. Carl changea rapidement d'attitude, ce qui le rendit encore plus flippant. Il n'était plus animé par la rage qu'il habitait précédemment. Il était toujours excité comme un fou, mais plus de la même façon. Son regard avait changé. On pouvait clairement y lire quelque chose de malsain, voire carrément lubrique. Il léchait les joues de la pauvre chose sur lesquelles roulaient des larmes de peur, qu'elle n'avait jamais appris à dissimuler. Son visage, ses yeux, son expression de petite fille perdue. On y percevait la terreur à l'état pur. Carl jubilait. Il jouait à lui enfoncer sa lame, tout doucement.
dans tout ce qui n'était pas vital. Il passa ensuite son arme tranchante entre les cuisses de la malheureuse. Ses hurlements de douleur étaient insupportables. Josh se demandait comment Kenta pouvait contempler ce spectacle sans broncher. Josh n'en pouvait plus. Il fallait qu'il sorte de là. Il fallait qu'il quitte cet endroit. Il a voulu faire quelques pas en direction de la sortie de la grotte, et là, sorti de nulle part, un deuxième titan, le plus petit et ridicule, qu'il n'avait jamais vu. Il était tout petit, par rapport à ceux avec qui ils avaient eu affaire. Il se tenait debout, son arme pointée sur eux. Il aurait pu tirer avec ce lance-grenade qu'il portait au poignet et les avoir tous les trois d'un seul coup, mais on aurait dit qu'il hésitait. Puis, quand il a tiré, Kenta s'est jeté sur Josh pour le protéger, venant encore une fois de lui sauver la vie. La moitié de son corps a été désintégrée dans l'explosion. Et malgré tous les efforts de sa sœur pour pouvoir le stabiliser, son état était critique. Cet événement, sans qu'il ne le sache, venait de sceller le destin de chacun. Du jeune N7, venant de voir mourir sous ses yeux, sa matriarche, son mentor, et celui de l'équipage tout entier, à commencer par Kenta. Sans soin, ils ne survivraient pas longtemps. Il leur fallait trouver rapidement une station ou un vaisseau avec une infirmerie digne de ce nom. Il leur fallait au moins un transporteur de glace équipé des derniers équipements et mises à jour médicales. Un classe 3 à minima. Un vaisseau comme le Nebia. Et il n'y avait qu'un seul endroit où pouvoir en trouver un.